réew bi ñu ni neena wuute mën ta ñàkk naam waaye fu nu waxtaanee. Conquête et exercice du pouvoir pour les jeunes, manière de gouverner pour les autres, débat, disputation, champ de bataille, mode d'organisation sociale, autant de qualificatifs pour définir notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons bien sûr de politique. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Notre invité d'aujourd'hui a fini par s'imposer dans ce domaine. Grand débatteur, grand intellectuel, il reçoit des coups. À la tête du FSDBJ, il a été maire de Saint-Louis de 2009 à 2014, ancien ministre de la Communication, puis ministre de l'Aménagement du Territoire, honorable député. Nous recevons aujourd'hui ingénieur, écrivain, ministre, maire, député, Cheikh Bamba Dièye. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir et de pouvoir partager avec vous ces moments. Merci à vous de nous recevoir. Donc, nous allons vous laisser le soin de vous présenter aux internautes qui nous suivent actuellement sur notre chaîne. Merci bien. Je pense qu'en guise de présentation, je dirais simplement que je suis Cheikh Bamba Dièye et vous avez été très exhaustif en termes de présentation. Ce qu'il faudrait juste retenir, c'est un citoyen engagé pour sa ville, engagé pour son pays et qui pense que nous avons les moyens en tant qu'Africains, Sénégalais et Saint-Louisiens de pouvoir créer les conditions d'un développement harmonieux, solidaire et profitable à tous les citoyens. Je fais partie de ces éternels optimistes mais assez rigoureux pour penser que cet objectif est à portée de main pourvu simplement que nous nous donnons les moyens par la discipline, la rigueur et surtout l'équité pour pouvoir le réaliser. Monsieur le maire, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment doit-on vous appeler? Monsieur le ministre, monsieur le maire, honorable député, lequel préférez-vous? Je préfère simplement Cheikh Bamba Dièye. C'est ok, d'accord pour Cheikh Bamba Dièye. Donc nous allons tout de suite attaquer notre première question. Actualité oblige, nous allons parler du coronavirus, cette épidémie qui a fini par s'installer dans le monde et qui n'a pas épargné notre pays, le Sénégal. Donc de manière générale, quelle lecture pouvez-vous faire de cette pandémie? Vous l'avez dit, ça secoue le monde. Et aujourd'hui, ça a montré que quels que soient les moyens financiers dont on dispose, cela ne suffit pas pour faire face. À la rigueur, nous sentons qu'il faut être extrêmement rigoureux, discipliné, citoyen, avoir une observation stricte des mesures barrières pour pouvoir au moins aider ces populations à faire face. J'étais très content quand le président de la République avait appelé pour que tout le monde soit ensemble. Et je suis autant déçu lorsque aujourd'hui, quand la maladie a atteint des niveaux jamais égalés, que nous soyons dans une situation laxiste où on renonce, où on baisse les bras. Et je pense que la conséquence, c'est que les Sénégalais vont souffrir davantage. Et je ne pensais pas que c'était ça la méthode avec laquelle il fallait aborder ce problème. Justement, vous avez été convié, comme beaucoup d'autres membres de l'opposition sénégalaise, au palais de la République par le président Sall, donc qui a entamé des pourparlers avec les acteurs du monde politique, religieux comme artistique. Donc que peut-on retenir de votre entretien avec le président? Également, beaucoup de leaders de l'opposition se sont dit exclus de la gestion de la COVID-19. Donc, vous sentez-vous exclu de cette gestion et que peut-on retenir de votre interview avec le président? Mais vous savez, il faut sérier les problèmes parce que nous sommes dans une république. Une république, l'exécutif, c'est le gouvernement du Sénégal, c'est le président de la République. Il y a un problème de dimension internationale, une menace réelle sur le Sénégal. Il fallait, je le pense, réunir tout le monde, parler d'une seule et même voix pour ensemble faire face. À côté de cela, nous avons fait ce qu'il fallait. En tout cas, personnellement, moi, je suis allé avec un ensemble de mesures, de réflexions, d'actes à poser et d'engagements à faire. J'ai essayé d'être utile au président de la République et derrière lui au Sénégal. Mais au demeurant, il faut savoir là où s'arrête notre mission. Nous, notre mission, ce n'est pas de gérer la pandémie, ce n'est pas de gérer le quotidien de cette maladie. Il appartient à l'État du Sénégal de faire ce boulot-là. Je ne me sens absolument pas exclu parce que je n'étais pas dans l'organigramme à quelque niveau que ce soit, à des niveaux de responsabilité ou d'action sur le terrain. Ce qu'il convient simplement de relever, c'est que lorsqu'on appelle des populations que tout opposé et qui acceptent d'être ensemble,
Cela voudrait dire que de la part des uns et des autres, du gouvernement comme de l'opposition, qu'il faille abandonner les comportements d'hier qui avaient créé cette distanciation entre les acteurs de la vie politique nationale. Dans cette gestion de cette maladie, il ne devait y avoir aucune place pour la nébuleuse, la corruption, la fraude, le vol et le manque de transparence. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a à redire. Et s'il y a quelque chose sur lequel moi je reste sur ma faim, c'est à ce niveau-là. Je pense que tout au début, c'était très bien, mais à la fin, plus on allait en avant, moins je suis satisfait. Donc, vous n'êtes pas de ceux qui disent que nous avons raté une occasion d'unir la classe politique sénégalaise, parce que la COVID-19 avait fini par unir toutes les personnes qui se disent de la classe politique, mais finalement, nous avons retrouvé une distanciation au sein de la classe politique sénégalaise avec des critiques de part et d'autre. Vous savez, nous avons raté une occasion. Cette occasion-là, c'est de renoncer à nos sénégalaiseries. Nous avons raté une occasion parce que cette maladie nous a donné, va nous donner et nous donne encore du fil à retordre, mais nous impose d'être rigoureux avec nous-mêmes. Nous savons que nous ne sommes pas riches. Donc cette maladie nous impose d'être extrêmement économes et rigoureux sur la manière avec laquelle nous gérons cette pandémie. Deuxièmement, cette maladie aurait dû nous inciter à faire une culture de la transparence à tous les instants. Cette maladie aurait dû nous inciter à changer complètement de méthodologie et je ne comprends pas que le comité qui force Covid-19 qui avait pour mission ou qui a pour mission de regarder comment les fonds sont gérés a existé bien après qu'une bonne partie de l'argent ait été déjà dépensé. Je pense que nous avons raté ce rendez-vous-là. Le rendez-vous qui est le plus important, c'était que pour une fois au moins, maintenant, alors que nous avions l'écoute de tous les Sénégalais, il fallait imprimer quelque chose qui nous rassemble tous. Et on ne peut se rassembler qu'autour de la vérité, de la transparence et de l'impérieuse nécessité de travailler pour l'intérêt général. État d'urgence, couvre-feu, confinement, autant de mesures prises par l'État du Sénégal, mais nous avons remarqué que la situation devient de pire en pire. Le nombre de décès augmente, le nombre de cas augmente. Pouvons-nous parler d'un échec finalement? Je ne sais pas, on verra à la suite de comment on va situer tout cela. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a manqué de rigueur et qu'on a manqué aussi de cohérence. Parce que je ne peux pas comprendre au moment où la maladie venait tout juste de commencer, que tout le Sénégal soit confiné, que les gens restent chez eux, qu'on attende le moment où la maladie a atteint son paroxysme pour ouvrir les vannes. Ça tombe dans le non-sens. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons raté une occasion, surtout pour le président de la République, de montrer qu'un chef d'État a l'obligation, dans de telles situations, d'être extrêmement rigoureux et ferme. Quand tu veux aider des populations, surtout face à la pandémie, il faut nécessairement avoir les moyens et la rigueur de pouvoir leur imposer un modus operandi, leur imposer ce qui est nécessaire, mais être assez ouvert en termes de répartition des ressources pour pouvoir faire aider les Sénégalais à supporter les mesures de confinement. Ce qui a rendu la situation difficile, c'est qu'on a voulu maintenir le confinement sans pour autant donner aux citoyens suffisamment de moyens, ou les moyens qu'on a utilisés pour les atteindre ont été déficients et ensuite pas du tout appropriés. Je pense que en termes de modernité, si on avait fait en sorte que dans les 1000 milliards, de défalquer plus de 200 milliards sur lesquels on pourrait injecter dans chaque famille au moins chaque mois 50 000 francs, ça aurait plus d'impact que le fait de tourner partout dans le monde à distribuer à gauche et à droite des sacs de riz que l'on transforme sur des bennes à ordures. Je pense que quelque part, ça veut dire simplement qu'on n'a rien retenu de tout ce qu'on devrait retenir comme leçon par rapport à la gestion de cette maladie. Donc, on peut en comprendre que vous n'êtes pas du tout satisfait de la gestion de cette pandémie. Non, pas du tout, pas du tout. Mais au fil et à mesure que les choses évoluent, j'ai de moins en moins de raisons d'être satisfait. Nous avons vu tout au long de cette pandémie que le gouvernement sénégalais a été mis à l'épreuve déjà par les hommes religieux qui réclamaient la réouverture des mosquées et des lieux de culte, par des jeunes qui s'insurgeaient contre le couvre-feu. Donc, à de nombreuses reprises, l'État a reculé. Donc, doit-on
à conclure que nous sommes dans un état faible, un état fragile, un état qui tâtonne. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que la citoyenneté n'est pas innée. On l'acquiert par l'éducation, par la discipline, par l'effort que l'État fournit pour construire une citoyenneté nationale et globalisée. Cette maladie nous a montré tous les déficits que nous avons en termes de qualité de ressources humaines. Il a été même question de voir un directeur d'école testé positif qui s'enfuit de son lieu de confinement. Cela prouve à quel niveau les déficits il est profond. Alors que nous savons que la gestion du Covid-19 nous impose simplement une qualité de ressources humaines extraordinaire. Toutes les nations qui s'en sont sorties, regarde le cas de l'Allemagne, regarde le cas de la Corée, c'est par la discipline, par la rigueur que les gens ont pu trouver les moyens de se discipliner, de rester chez eux, et l'État a pu trouver les ressources pour suppléer et aider. C'est tout ce qu'il aurait dû faire, et en termes de confrontation et de situations difficiles, un État doit toujours s'attendre à ce qu'il y ait des réticences, de la résistance. Certains ont pensé que c'était une occasion pour montrer qu'ils avaient une foi supérieure alors qu'il n'en était rien. D'autres ont pensé que c'était l'occasion de défier l'autorité de l'État alors que ce n'était pas le cas. Mais tout ceci, c'est de la mission du chef de l'État du Sénégal, de s'organiser pour fournir aux citoyens l'information nécessaire, mais ensuite mettre sur la tête de tout un chacun la discipline et la rigueur qu'il faut pour que nous puissions tous ensemble traverser cette épreuve. Il y a un amer goût d'inachevé dans cette affaire-là, où l'État est sorti plus fragilisé qu'il ne l'était, parce que simplement nous avons failli dans le sens où au moment où il fallait être rigoureux, on a regardé d'autres circonstances, d'autres éléments que celui de la santé publique, de la sécurité des citoyens. Parfois même, il est normal que l'État, contre la volonté des citoyens, mais pour leur intérêt, puisse agir de telle sorte qu'il soit perçu comme étant quelqu'un qui est anti-religieux ou etc., alors qu'il n'en est rien. Il fallait juste être rigoureux parce qu'il y va de la santé et de la sécurité des Sénégalais. Donc la responsabilité n'est-elle pas finalement partagée entre, d'une part, l'État qui a quelque part failli, mais également le manque de civisme de certains citoyens, refus du port de masque, violation du couvre-feu. La responsabilité n'est-elle pas partagée? La responsabilité, elle est globale. Il y a une part importante qui relève de la part du gouvernement du Sénégal, mais nos élites aussi ont failli. Et nos élites spirituelles, dans ce dossier-là, parfois ont été carrément à côté de la plaque. Et de ce point de vue-là, un pays ne vaut que par rapport à la qualité de ses dirigeants, de tous les ordres. Mais le problème du Sénégal en général, depuis nos indépendances jusqu'à présent, si on le regarde bien, si on veut être sincère avec nous-mêmes, nous savons que nos élites ont été défaillantes depuis très longtemps. Ce qui a induit chez les populations une certaine forme d'indolence. Les politiques ont brillé par l'appât du gain et ils ont créé chez les citoyens cette forme de distanciation et de désamour entre eux et leurs leaders. Et tout ce phénomène-là est alimenté par les situationnistes et les corrompus qui aujourd'hui essaient d'utiliser chaque situation de malheur et exploiter pour faire de l'argent, là où on convoque les citoyens pour être à la disposition des Sénégalais, pour avoir un tant soit peu de sentiments par rapport à ces Sénégalais, d'esprit de protection, de volonté de protéger le Sénégalais. On observe quoi? Des velléités de corruption, de vol, de détournement. C'est le corona business. Ça a commencé depuis très longtemps. Je vous rappellerai les situations que nous vivions à l'époque des hivernages. Il y en a qui étaient pressés que l'on convoque le plan Orsec pour qu'il puisse détourner l'essence, détourner les vivres, détourner les motopompes. C'est cet état d'esprit qui n'a pas changé. S'il y a quelque chose sur lequel moi je suis meurtri et vraiment en rage, c'est que Dieu nous a donné une occasion pour que nous renoncions à nos sénégalaiseries. Et malheureusement, on constate que plus nous sommes dans le malheur, plus certains en profitent pour nous enfoncer. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est le triste schéma que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons doublement perdre. Parce que non seulement nous allons perdre 1000 milliards de nos francs, pour un résultat plus que douteux,
Et ensuite, dans l'idée des rapports entre les Sénégalais et les élites, qu'elles soient religieuses ou politiques, nous sentons que le fossé va se creuser davantage. Parce que chaque situation, les Sénégalais, que vous le vouliez ou non, vont interpréter le comportement des uns et des autres. Un président de la République qui doit prendre sur lui la responsabilité d'affronter les gens, qui ne le fait pas, il donne un signal aux citoyens. Un homme de Dieu qui, en termes de menaces, est plus préoccupé par sa propre personne que par autre chose, renseigne les Sénégalais sur le niveau de comment nous devons nous comporter vis-à-vis de lui. Et ce sont ces éléments-là qui auraient dû inciter tout un chacun à ce que nous nous retrouvions ensemble et que nous travaillions dans le sens de corriger tout ce que nous avions de perfectible et de faire en sorte d'utiliser cette maladie comme étant un pied d'appui pour pouvoir aller de l'avant et consolider encore davantage le sentiment d'être ensemble et la volonté de travailler tous et au mieux des intérêts de la majorité des Sénégalais. Le président a décidé de sauver l'année scolaire, donc les classes d'examen ont repris les cours depuis quelque temps. Donc, Cheikh Bamba Dièye, pensez-vous, comme certains, que le président a sacrifié les acteurs de l'éducation? Je ne vais pas utiliser des mots aussi forts. Il faut nécessairement, et vous le savez très bien, continuer à vivre. La réalité, telle qu'elle se présente à nous, nous oblige à continuer à vivre. Et de ce point de vue-là, si toutes les mesures sont prises pour protéger les enfants, pour faire de l'école un cadre sécurisé, où aller apprendre ne met pas l'enfant dans une situation de menace extrême, je pense qu'il faut essayer de maintenir cet acquis-là. Si quelque part il subsiste une once de menace, je pense qu'il faudrait avoir le courage de revenir en arrière et de pouvoir prendre les mesures adéquates pour pouvoir aider les Sénégalais en essayant toujours d'être très équilibriste. Il faut continuer à vivre, mais aussi ne jamais perdre de vue que la maladie est bien présente dans notre pays et à des niveaux extrêmement prononcés. Vous êtes donc d'accord avec le président avec cette décision? La décision d'aller à l'école, en partie, oui. Mais je le subordonne aussi à cette capacité de se donner les moyens de faire de l'école un endroit sécurisé pour nos enfants. Si cela est réalisé, je pense que cela peut se faire. Donc, nous en avons terminé avec cette épidémie du coronavirus. Sous un autre registre, la mort de George Floyd aux États-Unis a suscité un engouement et une vague de contestation qui s'est échouée jusque chez nous, demandant le développement du statut fédéral. Donc, que pensez-vous de cette contestation? Mais elle est justifiée. Elle est justifiée et ce ras-le-bol-là est un ras-le-bol international. Il ne faut pas se voiler la face. La situation de l'homme noir dans le monde aujourd'hui est problématique. L'Africain, le noir, est souvent victime de violences abusives, de traitements inéquitables, et j'en passe. Et je pense que si nous sommes chez nous, l'œil du colonisateur n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Nous sommes indépendants depuis 1960. Et Churchill disait que celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Mais nous n'en avons pas, puisque notre passé ou notre histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire, version coloniale. Et Faidherbe, comme beaucoup d'autres, ont été des meurtriers de masse. La colonisation ne s'est pas faite avec des salutations et des sourires. Ça s'est fait avec des centaines, voire des milliers de cadavres. Et par conséquent, ça pose problème pour le Sénégal d'aujourd'hui, pour l'Afrique d'aujourd'hui, que les places les plus remarquables de nos villes et de nos territoires portent les noms de colonisateurs. Surtout lorsqu'ils se sont signalés à travers des actes qui aujourd'hui heurtent la conscience mondiale. Et de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord sur le fait que Faidherbe ne doit pas revenir sur cette place-là. Et que cette place-là, il faudrait que la collectivité territoriale de Saint-Louis puisse penser cette place, la revoir par rapport à notre histoire. Il ne s'agit pas de renier cette histoire, mais il s'agit que cette histoire nous rende hommage, nous. Parce que le fait colonial a été le fait de deux individus. Le colonisateur et celui qui a subi la colonisation. Il faut que cette place rende hommage à ceux qui ont souffert des affres de la colonisation, plutôt que de faire la part belle à Faidherbe, qui aujourd'hui, du point de vue des valeurs
valeurs humaines, du point de vue du respect de l'individu, de la dignité et de la place de l'homme noir, n'a véritablement de place sur laquelle on doit pouvoir le valoriser. Il passe ici en Afrique en tout cas. Vous êtes donc pour une décolonisation toponymique avec la rebaptisation des rues de Saint-Louis et de cette fameuse place, ainsi que du pont Faidherbe. Je crois qu'il ne faut pas restreindre le problème à Saint-Louis. Ça aussi, c'est une très mauvaise manière chez les Sénégalais, quand un vrai problème se pose, de le sectoriser et de pouvoir le mettre dans un coin. Le problème, ce n'est pas Saint-Louis et la statue Faidherbe. Le problème, il est dans les villes africaines aujourd'hui. Vous voyez les grandes villes africaines, vous voyez partout des places Pompidou, des places, des avenues Général de Gaulle, ou des places de France, ou des rues de Paris, etc. C'est une question qui est à l'échelle continentale. Et il ne s'agit pas de se faire de complexe. Je ne pense pas qu'il puisse exister un Français aujourd'hui qui va se froisser parce que nous avons débaptisé une rue qui porte le nom d'un Français pour y mettre le nom d'un Sénégalais ou d'un Africain, ou même d'un citoyen du monde qui est aujourd'hui plus en phase avec le combat pour les valeurs humaines, avec le combat pour la liberté, ou avec le combat pour le respect de la dignité de l'individu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pas seulement à Saint-Louis, mais à l'échelle continentale. Et particulièrement pour le cas du Sénégal, chaque ville doit faire son introspection. Pas seulement Saint-Louis, parce qu'il y a partout des survivances de la colonisation qui n'ont absolument plus rien à faire au niveau de nos rues et avenues. Leur place est au musée, là où les enfants pourront aller les voir avec leurs professeurs pour qu'ils puissent leur peindre ce que leur histoire a été. Et la vraie histoire, pas celle-là qui a été tronquée ou raccourcie ou retaillée à la mesure pour plaire à la puissance coloniale. Toute nation porte en elle le poids de son histoire et de sa culture. Que doit-on retenir? Que doit-on oublier? Et surtout, qui en décide? Cheikh Bamba Dièye a donné son point de vue. Alors, M. Dièye, nous allons parler de votre carrière politique. Vous avez été maire de Saint-Louis. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2012. Vous êtes député. Bientôt 2024. Serez-vous candidat aux prochaines élections? Cheikh Bamba Dièye vivant et en pleine possession de ses aptitudes sera candidat à toutes les élections. Serez-vous candidat aux élections municipales pour Saint-Louis? Qui peut le plus, peut le moins. Bien évidemment que Saint-Louis me tient à cœur. Et vous savez, tout le Sénégal sait parfaitement à quel niveau je tiens cette ville en estime. C'est ancré au plus profond de moi et je trouve totalement légitime en tant que citoyen de le faire. Qui plus est, j'ai été maire et un maire pas comme tous les maires. Alors, nous vous avons présenté une chaîne qui a été mise en place par des jeunes Saint-Louisiens, Ndarlani Info. Que pensez-vous de ces jeunes et que pouvez-vous dire à la jeunesse sénégalaise? Vous savez, Djibril, je suis très heureux, très honoré quand je vois mes jeunes compatriotes s'engager avec autant de rigueur et autant d'ardeur sur le chemin du développement. C'est comme cela que le pays va se développer. Absolument Ndarlani, et cette volonté que vous avez d'exister dans le paysage médiatique saint-louisien d'abord, national et international ensuite, me réjouit d'autant plus que Saint-Louis a quelque chose à apporter au reste du Sénégal et au reste du monde. Il faut que vous soyez fiers de ce que vous êtes, fiers de votre ville, fiers de ce que vous pouvez apporter en tant qu'intellectuel, parce que le monde d'aujourd'hui, on l'a dit tout au long de notre émission, est un monde globalisé. Et le jeune américain, comme le jeune chinois ou les jeunes sénégalais, ont tous une mission à remplir. Et moi, je suis confiant quand je vous vois agir avec autant de célérité et autant de dynamisme. J'espère que Saint-Louis vous sera à vos côtés et que tous les citoyens de la ville vous apporteront le soutien que vous méritez. Nous sommes au terme de cette émission. Cheikh Bamba Dièye, un mot pour la fin. Le mot pour la fin, et je vais le réserver à Saint-Louis, à ce que nous sommes aujourd'hui. Entre 2009, 2014 et maintenant, nous sommes devenus un pays qui va exploiter du pétrole et du gaz avec des enjeux qui vont impacter aussi bien sur la pêche, qui vont impacter sur l'économie locale, sur la qualité de vie à Saint-Louis, sur la sécurité des citoyens. Et pour tout cela, je pense que Saint-Louis aujourd'hui a besoin d'un leadership fort, d'hommes, de femmes qui ont été capables de comprendre les enjeux, mais surtout qui sont libres, assez libres pour pouvoir défendre les intérêts de la ville de Saint-Louis. Et je le rappelle et je le redis,
Je pense que je fais partie de ces Saint-Louisiens qui ont déjà montré les preuves qu'ils peuvent apporter quelque chose à leur ville. Et je ne demande qu'une seule chose, qu'ensemble et tous unis, nous puissions marcher droit vers notre avenir et que nous puissions consolider cet avenir, l'organiser, l'harmoniser, le rendre plus harmonieux, plus disponible pour tout le monde, utiliser les ressources que nous avons et les ressources que Dieu a mis à notre disposition avec la nouvelle donne pétrolière et gazière pour pouvoir le mettre au service de toute la communauté. Avant, c'était avec rien, on a fait des choses extraordinaires. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, je pense que si Saint-Louis nous fait confiance, et je suis sûr que les gens sont dans ces dispositions-là, nous allons faire des miracles. Marcher droit avec notre avenir, ce sont les mots de Cheikh Bamba Dièye. Et c'est ainsi que nous allons mettre fin à cet entretien spécial, exclusif, avec le député, maire, écrivain, ingénieur Cheikh Bamba Dièye. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro avec un autre invité. Bonsoir.